Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous laisse vous installer. Merci d'être venus si nombreux. Comme on l'a dit, déjà une grande réussite en nombre de participants. Je suis donc le docteur Elsa Maître. Je suis ravie, honorée de vous parler aujourd'hui ici. Et surtout aussi de voir se tenir cette journée sur le thème des mesures d'anticipation en psychiatrie, thème qui m'est particulièrement cher. Et ce n'est pas non plus sans une petite émotion que je vous parle aujourd'hui. Et si vous permettez, je vais partager avec vous la petite histoire qui nous a conduits à être tous ici et moi devant vous. Alors, donc, pour cela, il faut remonter un petit peu dans le passé. Il y a quelques années, un peu plus que ce que je voudrais bien avouer. À cette époque, les mots Covid, confinement n'avaient jamais fait partie de notre vocabulaire. Le nom de Trump, c'était encore celui d'un hôtel ou d'un homme d'affaires et pas d'un président. Et en ce qui me concerne, j'étais encore une psychiatre en devenir. J'approchais la fin de mon internat et il fallait que je me préoccupe de trouver un sujet de thèse pour conclure ces années d'études. C'est à Guillaume Véva, qui est professeur de psychiatrie à Lille, qui n'est pas là aujourd'hui, je crois, mais du coup, j'en profite pour le saluer. C'est donc le professeur Véva qui m'a mis sur la piste, un peu indirectement, des mesures d'anticipation en psychiatrie. À l'occasion d'une de nos discussions, il m'a suggéré donc pour ma thèse de creuser un petit peu le sujet des outils de soins type contrat patient soignant-soigné, des cartes de crise, des contrats de non-suicide, qui étaient des travaux qui commençait à émerger dans la littérature anglo-saxonne, mais était totalement absente des publications en France à cette époque. Donc, ravie de me plonger dans un nouveau sujet, je travaille, littérature, voilà, assez variée, mais quand même peu fournie, c'est vrai, assez peu d'articles. Et finalement, je m'arrête sur un article intitulé « Le contrat d'Ulysse ». J'ai donc rencontré Ulysse. Et c'est donc un nom romanesque qui ne pouvait que retenir mon attention. Il fallait juste que je comprenne le rapport avec le soin en psychiatrie. Donc ça nous renvoie à une autre histoire. Vous commencez à comprendre que j'aime bien ça. Celle d'Ulysse et des sirènes, que je vous rappelle en 3 mots. Ulysse arrive sur son navire aux abords du détroit de Messine, qui est le territoire des sirènes, connu pour être dangereuse, puisque leur chant mélodieux attire irrémédiablement les navigateurs au fond, les séduit et les attire au fond de l'eau de manière irrémédiable. Et donc, de nombreux navigateurs ont perdu la vie avant Ulysse. Sauf que lui, curieux, veut comprendre la magie du chant des sirènes et donc demande à ses compagnons de l'attacher au mât de son navire pour qu'il puisse entendre les chants sans plonger au fond de l'eau. Et en même temps, il a pris soin de boucher les oreilles de ses compagnons de cire afin qu'ils n'entendent pas ses supplications de le délivrer au moment où le chant des sirènes s'emparait de lui. Donc, ainsi, par cette méthode, Ulysse traverse le détroit en ayant survécu. Voilà donc une origine antique à nos mesures d'anticipation, où donc nous pouvons comprendre qu'elles sont un ensemble d'outils pensés pour formaliser des demandes de soins et d'accompagnement pour un cas futur où les symptômes psychiatriques pourraient prendre trop d'ampleur. Et donc moi, avec mon patient, cet Ulysse, j'aurai à discuter en amont des mesures à prendre s'il devait être happé par ces sirènes symptômes. Donc, vous comprenez que j'ai été vite séduite par ces concepts qui impliquaient d'emblée la notion de coopération soignant-soigné et l'équilibre dans la relation thérapeutique. Pour la toute jeune psychiatre que j'étais alors, l'idée de partager une expertise médicale avec un patient qui aurait à me transmettre tout le savoir le concernant venait légèrement bousculer mes leçons sagement apprises jusque-là, mais en même temps rendait toute cette histoire bien plus intéressante. Donc je comprends que mon métier de médecin va consister à entrer dans l'histoire de chacun de mes patients, guidé par lui, par eux, pour ensuite tenter de proposer le soin le plus personnalisé possible, construit ensemble au fil des échanges.
Je voyais se dessiner devant moi une véritable médecine sur mesure et commençais à réaliser qu'en tant que psychiatre, il me faudrait devenir créatrice de soins haute couture. Cela nous ouvre des nouvelles perspectives de soins très larges que nous allons prendre le soin de développer, notamment en début d'après-midi, lors de la table ronde sur ces nouvelles perspectives. Toutefois, cette vision un petit peu nouvelle ne va pas sans questionnements assez fondamentaux, notamment sur le rôle du médecin auprès de son patient et aussi plus largement. Oui, bien sûr, valoriser le principe d'autonomie, mais aussi mais dans ce contexte, comment redéfinir les limites de la responsabilité médicale. Ce sont encore des sujets que nous aborderons tout à l'heure avec, et bien d'autres, je pense, avec Madame Lefebvre, vice-présidente du comité d'éthique, qui parlera en fin de matinée. J'en reviens à ma première histoire. Donc, ces travaux, ces réflexions m'amènent quand même à finir par écrire une thèse de médecine. Voilà, ça c'est fait. Un protocole de recherche et quelques articles, publications scientifiques, enfin en français, qui apparaissent donc. Et puis, ces articles, ces publications me donnent l'occasion, comme aujourd'hui, de venir m'exprimer dans quelques congrès, des journées scientifiques. Et c'est à ces occasions que j'ai petit à petit été amenée à rencontrer d'autres collègues intéressés par ces questions, ces perspectives de soins, des personnes concernées par le soin en psychiatrie et qui réfléchissaient autour des mêmes sujets. Et petit à petit, au fil du temps, d'une personne, nous sommes devenus un vrai collectif, des personnes venues de tous horizons et convaincues par l'apport des mesures d'anticipation psychiatrique aux soins. À force de discuter, de réunions formelles ou pas, l'idée d'une journée qui aurait pour objectif de sensibiliser et d'informer le plus largement possible sur ces dispositifs, en prenant en compte l'ensemble des dimensions qui les concernaient, s'est petit à petit imposée et elle devient réalité aujourd'hui dans un lieu prestigieux en plus, ce ministère, preuve que le sujet est porteur d'intérêt et d'espoir partagés. Nous écouterons ensuite mes collègues exposer du coup l'état de développement des mesures d'anticipation en psychiatrie en France et dans le monde, et les premiers résultats concernant leur application concrète. Et puis nous décortiquerons aussi un petit peu plus tard dans la journée les aspects sémantiques de la question qui traduisent aussi le cheminement de la réflexion et introduisent des nuances pour chacun des outils qui se développent. Alors aujourd'hui, mon poste d'observation a un petit peu changé. Donc j'avance un peu dans le temps. Après un peu plus de 10 ans passés à travailler à l'hôpital public, dans les CMP, j'exerce maintenant en libéral, toujours avec un grand plaisir. Et dans ce travail de soins dit de ville, je trouve que la question du lien soignant prend encore plus de sens. La relation qui se crée entre le psychiatre et son patient est encore plus exclusive que dans les prises en charge CMP, où c'est leur force, mais il y a souvent plusieurs membres de l'équipe engagés. En libéral, l'importance du lieu, du cadre, de la qualité de ce lien prend tout son sens, et c'est ce qui donne c'est la raison d'être de la consultation qui est amenée ainsi à se renouveler. Et là encore, l'expertise médicale doit habiller une proposition de soins spécifiquement pensée pour un patient donné, discuter ensemble, et le temps passé à détailler les aspects thérapeutiques, médicaux et aussi les souhaits d'anticipation me semble en soi, en lui-même, un élément de soin très fort. Alors, lorsqu'on travaille en libéral, il y a un enjeu important, c'est quand même la communication avec les autres acteurs du soin. C'est un peu un défi parce que la communication est souvent chronophage. Enfin, les tentatives de communication sont souvent chronophages, assez désorganisées. Deux obstacles qui font que souvent le choix, c'est qu'il n'y ait pas de communication, ce qui est quand même un peu dommage. Ça me semble pourtant essentiel de pouvoir s'appuyer sur un réseau, toujours dans cette idée de proposer les soins les plus adaptés possibles, les plus personnalisés pour les patients qui viennent vous voir. Et si vous-même, en tant que médecin, vous avez créé ce lien avec d'autres,
ça permet à votre patient d'expérimenter ce lien, de s'en sentir rassuré. Et ça me semble un élément essentiel pour que les soins se passent dans de bonnes conditions, dans d'autres lieux, éventuellement avec d'autres personnes. Et c'est à ce moment aussi, je pense, que les mesures d'anticipation peuvent jouer le rôle d'outil de communication entre le psychiatre traitant, une structure de soins d'urgence, si on évoque l'urgence ou l'hospitalisation, et éventuellement d'autres soignants, voire non-psychiatres, qui seraient ainsi plus familiarisés. Dans le contexte actuel de l'évolution du système de santé publique en France, où on peut penser qu'il va se recentrer sur les soins plutôt urgents, les soins de pointe, je pense essentiel que les psychiatres libéraux soient associés au développement des mesures d'anticipation en psychiatrie, puisque je pense qu'ils y joueront, ils en seront un des piliers essentiels. Et parallèlement, tout ce qui concerne la réflexion sur l'implémentation des mesures d'anticipation en psychiatrie dans les institutions est évidemment aussi un enjeu majeur. Et nous avons une table ronde cet après-midi pour discuter des différents points sur ce sujet. Et enfin, pour que l'ensemble de ce dispositif permette un apport, un bénéfice assez franc pour nos patients, il semble évidemment important que tous les acteurs du système de soins soient familiarisés avec ces outils. Sur ce plan, c'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait le cas, et toutes les initiatives de communication, d'où notre présence aujourd'hui, me semblent essentielles pour soutenir le développement de nouvelles pratiques de soins modernes, collaboratives. Voilà donc les quelques réflexions que je voulais partager avec vous aujourd'hui en préambule de cette journée passionnante qui s'annonce. Je me réjouis d'écouter chacun aujourd'hui venir alimenter ce travail commun sur les mesures d'anticipation psychiatrique, contribuer à leur développement. C'est pour moi aussi l'occasion de remercier vraiment très chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation pratique de cette journée, qui n'ont pas ménagé leurs efforts, leur temps, leur énergie. Donc vraiment, mille merci pour tout ça. Nous sommes si nombreux grâce à vous aussi. Voilà, je termine je laisse la parole à un de mes maîtres, voilà. Vous en avez entendu parler, je pense. Cette citation qui, je pense, résume de façon assez limpide l'enjeu des mesures d'anticipation en psychiatrie. Je vous la lis pour ceux qui ne la voient pas forcément bien. La folie, c'est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc, cogitons pour éviter ça. Bonne journée. Merci. Bonjour à tous, et c'est vraiment avec espoir et émotion que je vais tenter de vous dire de notre point de vue à nous, famille, puisque je représente ici l'UNAFAM, Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Je vais tenter de répondre à cette question, pourquoi cette journée ? Alors, c'est vraiment, on n'est pas très bien équipé, mais on va, parce que du coup on ne l'a pas ici. Bon, c'est pas grave. Si je me permettais, je me mettrais bien comme ça. Alors donnez-moi mon texte, parce que du coup, les diapos, ce que je les vois pas. Alors, excusez-moi, je ne vois pas mes diapos. Alors, quelques brins d'histoire. Les directives anticipées en psychiatrie ont été promues aux États-Unis en 1980. Il faut juste plus de 40 ans pour qu'elles arrivent en France, d'où mon espoir de voir qu'un jour, ces mesures d'anticipation en psychiatrie prendront tout leur sens en France. C'est très important puisque quand même plusieurs instances de référence en parlent. L'Organisation mondiale de la santé les promeut. Le comité de l'ONU, qui fait référence à la Convention internationale des droits des personnes handicapées, parle également de cette importance de mettre en place des mesures anticipées. Alors, en France, différents modèles de directives anticipées avec des appellations diverses au gré des législations ou
également au gré de la créativité des concepteurs. On parle de plans de crise conjoints au Royaume-Uni, en Suisse, de plans anticipés de crise. Alors j'ai mis le CMP de Villeurbanne, le plan SOS, mon GBS pour guide prévention santé, directive anticipée psychiatrique, directive incitative en psychiatrie. Alors c'est vraiment important et en même temps cette journée, elle aura aussi ce sens de permettre de définir peut-être une appellation sur laquelle nous allons tous nous retrouver. Peut-être que cette journée nous permettra également d'arriver à une législation qui permettront aux personnes directement concernées de s'y retrouver. Alors, en France, les recommandations de plusieurs instances de référence font aussi foi. La Haute Autorité de Santé en parle, le Comité consultatif national d'éthique les promeut, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en parle et on sait aussi toute cette importance par rapport à la contention isolement, par rapport aux soins sans consentement. Cependant, les déploiements sont encore confidentiels et je voudrais ici, au nom de toutes les familles, remercier les équipes pionnières qui ont osé y aller, même si aujourd'hui il n'y a pas de canevas unique et malheureusement encore peu d'études scientifiques. Alors pourquoi promouvoir les mesures d'anticipation en psychiatrie? Je vais les traiter en 4 points. Le premier, rendre effectifs les droits du citoyen patient en psychiatrie. Le deuxième point, renforcer les liens avec l'entourage. Le troisième point qui me paraît important, c'est aussi rendre aux soignants une place de consultant. Et enfin, et peut-être tout au long, c'est par cette décision partagée, promouvoir l'empowerment et le rétablissement. Alors, rendre effectifs les droits du citoyen patient en psychiatrie, c'est toute une histoire. Ici, vous avez tous les droits que l'on peut retrouver et qui ont été identifiés avec France Assos Santé. Le droit d'expression du citoyen, le droit fondamental d'accès à la santé, le droit à l'information, le droit au consentement, le droit à la qualité des soins, le droit à un deuxième avis, et puis le respect de l'intégrité de la personne et de sa vie privée, le droit à la confidentialité. On voit que tous ces droits en psychiatrie ont encore du mal à être effectivement identifiés comme appartenant à ce citoyen patient. Et pourtant, la légitimité de sa prise de parole existe. Elle s'ancre dans son vécu, elle s'ancre dans son expérience singulière, dans son expertise d'usage du système de santé. Les mesures d'anticipation en psychiatrie rendront plus effectifs ces droits du citoyen. Pourquoi promouvoir les mesures d'anticipation en psychiatrie? Parce qu'il est important de renforcer les liens avec l'entourage. Pour la personne, c'est un acte fort. Ça lui permet de choisir sa personne de confiance, ça lui permet d'établir le lien de confiance avec cette personne, oser en parler, et tout ce lien de parlons-en autrement. Je voudrais aussi citer ici un droit trop souvent oublié. Je parle en tant que femme, je parle en tant que famille, je parle en tant que mère. Pour les personnes qui ont des troubles psychiques, exercer leur parentalité lorsqu'on est malade est un point très important. Les mesures à mettre en œuvre pour prendre soin des siens sont aussi un acte de citoyen. Pourquoi promouvoir les mesures d'anticipation en psychiatrie? Eh bien, pour également diminuer la charge mentale pour l'entourage. L'importance de ce lien de confiance qui rassure. Tout à l'heure, le ministre a parlé du baromètre UNAFAM. Effectivement, 63% des participants dans le dernier baromètre ont signé des soins à la demande d'un tiers, dont 34% plusieurs fois. Toute cette charge, je crois qu'il est important de mettre en œuvre les outils qui permettront de développer les soins libres. C'est aussi important, tout à l'heure je parlais en tant que femme, je pense qu'il est aussi important de penser aux enfants. Pour les mineurs du foyer, mettre des mots sur la maladie et sur leur vécu d'enfant est très important. Et c'est très important pour eux
d'identifier leur sécurité par rapport à leur avenir. Où je vais aller? Qui va prendre soin de moi lorsque maman, papa sera hospitalisé? Rendre aux soignants leur place de soignants et de consultants. Pour le soignant, nous savons qu'il est protecteur lorsque la personne vulnérable se met en danger et parfois, en dernier recours, par le biais de soins non consentis. Mais en même temps, ce soignant doit être un promoteur des droits d'une personne qui est en situation de vulnérabilité psychique. Rendre aux soignants leur place de consultants. Le dictionnaire parle de ce qu'est une consultation, à l'action de prendre avis, consultation de l'opinion, mais aussi une action de donner avis. Mais pour exercer effectivement son droit, le citoyen, pour pouvoir exercer ce droit au consentement, pour pouvoir avoir un droit opposable au refus de soins, pour le droit de décider pour sa santé, eh bien, ça passe d'abord par le droit à l'information. Donc, les mesures d'anticipation en psychiatrie sont un outil pour une décision médicale partagée, malgré l'asymétrie de la relation entre le soignant et le soigné. Je voudrais ici parler de l'importance des pères aidants dans ce processus pour pouvoir effectivement travailler sur cette asymétrie de la relation. Promouvoir les mesures d'anticipation en psychiatrie, c'est aussi répondre aux objectifs prioritaires des politiques de santé. C'est un outil de prévention, permet d'anticiper la crise. C'est un outil de droit, diminution des pratiques coercitives, signifier aux équipes médicales et aux proches ce que la personne souhaite ou ne souhaite pas avoir mis en œuvre en termes de soins, participe à la réduction des soins sans consentement. C'est un outil de promotion de rétablissement, acte fort de prendre le pouvoir sur sa maladie. Les mesures d'anticipation en psychiatrie sont un nouveau paradigme dans le cadre de la relation de soins et d'accompagnement. Mais elles sont exigeantes. Elles sont exigeantes dans la mise en œuvre pour la personne de confiance et pour ses soignants. Et donc c'est aussi tout ce travail-là que nous allons avoir à développer au cours de cette journée. Et demain, et je m'arrêterai là, les mesures d'anticipation en psychiatrie n'ont pas de valeur contraignante pour les proches et les soignants. En France, seules les directives anticipées de fin de vie sont un droit et la désignation d'une personne de confiance dans ce cadre-là, elle est encadrée. Quelle organisation pour faire connaître les mesures d'anticipation en psychiatrie? Une fois rédigées, comment informer son entourage et les professionnels de l'existence de ces mesures, de ce document? Comment le communiquer? Donc cette question est souvent très importante. À qui je dois le dire? Donc nous espérons que cette journée va ouvrir un chemin vers une organisation plus légiférée des mesures d'anticipation en psychiatrie. Il faudra du temps, mais je reboot avec mon premier mot. Je crois que c'est l'espoir au travers de cette journée. Merci beaucoup. Bonjour. Je vous remercie pour votre invitation et pour cette occasion de partager avec vous quelques réflexions et informations sur l'intérêt des mesures ou directives anticipées en psychiatrie qui commencent à s'épandre dans le monde. D'abord, je voulais brièvement présenter l'association Advocacy France que je représente en tant que membre de son conseil d'administration. Notre association a été fondée en 1996, il y a 27 ans maintenant.
une association 1901 d'usagers en santé mentale, médico-sociale et sociale, et agréée pour représenter les usagers du système de santé. Advocacy, intraduisible peut-être en français ou traduisible de différentes façons, c'est d'être un porte-parole. C'est une pratique de médiation sociale qui introduit un tiers, amplifiant la demande du patient usager sans parler à sa place. Nos instances dirigeantes sont dirigées et constituées d'une majorité des usagers ou ex-usagers. Nous avons aujourd'hui un réseau de 10 espaces conviviaux citoyens, ECC on les appelle, agréés GEM, en Île-de-France, Normandie, Hauts-de-France, Bretagne et PACA. Nous avons des activités d'échange, de formation, de recherche, de sensibilisation et de nombreuses représentations auprès des instances locales, régionales, nationales, européennes et internationales, et notamment dans le cadre du récent examen de la France par le Comité des droits de l'ONU. Notre devise, quand des personnes peu habituées à parler seront entendues par des personnes peu habituées à écouter, alors de grandes choses pourront arriver. Je voulais enchaîner avec quelques considérations au sujet de soins en santé mentale et l'intérêt des mesures anticipées en psychiatrie, vu d'abord de l'angle de la Convention des droits des personnes handicapées de l'ONU, ce qu'on appelle la CDPH de l'ONU et de ses instances, qui exige un changement de paradigme total par rapport à l'approche généralement pratiquée en psychiatrie, qui sert de base solide pour notre plaidoyer, et ensuite par le biais de 2 exemples venant de notre communauté, en Allemagne et aux États-Unis. Alors, le Comité des droits des personnes handicapées chargé de la mise en œuvre de la Convention dans les États explique que les États parties doivent abolir les politiques et abroger les dispositions législatives qui autorisent ou qui prévoient un traitement de force, car il s'agit d'une violation autorisée par les lois sur la santé mentale dans le monde entier, alors que des preuves empiriques indiquent qu'un tel traitement est inefficace et que les usagers des systèmes de santé mentale auxquels il a été administré déclarent que celui-ci leur a causé des souffrances et traumatismes profonds. Le comité recommande aux États parties de faire en sorte que les décisions touchant l'intégrité physique ou mentale de la personne ne puissent être prises qu'avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée. Les États parties doivent respecter la capacité juridique des personnes handicapées de prendre des décisions en tout temps, y compris dans les situations de crise. Ils doivent veiller à ce que des informations exactes et accessibles soient disponibles quant aux diverses options et à ce que des approches non médicales soient mises à disposition. Et ils doivent donner accès à un accompagnement indépendant. Les décisions concernant les traitements médicaux et psychiatriques doivent se faire avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée et respecter son autonomie, sa volonté et ses préférences. Je ne vous dis pas l'impact de ces travaux du comité sur moi quand j'ai lu ça, quand j'ai rencontré ces personnes à Genève et qui m'ont enfin écouté, compris, ont un autre regard, croient vraiment que les choses peuvent changer, que ce paradigme peut changer et que les droits humains des personnes en psychiatrie puissent être respectés et qu'il y a des alternatives, que ce n'est pas noir ou blanc. Ensuite, Dainius Puras, pédopsychiatre lui-même et qui était rapporteur spécial sur le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, a expliqué dans son rapport, étant donné que le droit à la santé se définit à présent dans le cadre de la CDPH, il convient d'agir sans délai afin de réduire drastiquement la pratique de la contrainte médicale et de mettre un terme aux traitements psychiatriques et aux internements imposés de force. À cet égard, les États ne doivent pas laisser s'instaurer un régime de décision substitutive permettant à des tiers de donner leur consentement au nom des personnes handicapées pour la prise de décision et une incidence sur leur intégrité physique ou mentale. Il convient plutôt de leur fournir un appui décisionnel constant, y compris dans les situations d'urgence ou de crise.
Et vous avez quelques images de nos exploits à Genève auprès du comité qu'on a réussi à organiser grâce à un système de crowdfunding privé. Alors, est-ce que j'ai raté mon slide? Non, d'accord. Alors, maintenant, je passe directement à un exemple de l'Allemagne. C'est l'exemple Pat Verfeu, dont la marraine est Nina Hagen, la chanteuse que vous connaissez peut-être. C'est une initiative de plusieurs associations allemandes et qui a pris vraiment de l'ampleur. Nina Hagen est quelqu'un de très attaché aux droits humains et elle connaît la situation en psychiatrie. Le Pat Verfeu est une directive anticipée en psychiatrie très précise par rapport aux différents diagnostics et traitements potentiels que la personne peut accepter ou refuser et donne pouvoir à des représentants légaux d'avance pour assurer sa liberté. Plusieurs décisions de justice ont déjà respecté le droit des personnes de ne pas se faire soigner de force en raison d'avoir complété cette Pat Verfeu. Je voulais maintenant vous montrer moins de 2 minutes de métrage en promotion de ce système en Allemagne. Et c'est pour la promotion de cet outil. C'est humoristique, mais pas moins sérieux pour autant. Wir gehen jetzt wieder, ist doch völlig klar, oder? Ich muss Sie leider hier behalten. Ich möchte das aber bitte nicht. Ich möchte das nicht. Nächstes Mal zieht euch aber einen Schlüpper an, ja? Geisteskrank? Ihre eigene Entscheidung. Ich informiere mich unter www.patverfü.de. Voilà, donc un petit exemple d'Allemagne, mais qui est très sérieux, et nos collègues en Allemagne qui s'occupent de ces programmes et qui encouragent les personnes sont extrêmement motivés. Maintenant, un petit exemple rapide des États-Unis qui s'appelle SHIELD, le bouclier de Mad in America, qui est une ONG basée aux États-Unis depuis 1990. Si vous avez l'occasion de regarder leur site web, c'est extrêmement intéressant. Cette ONG veut travailler dans un esprit de coopération mutuelle, Mind Freedom, elle s'appelle, qui mène une révolution non violente de la liberté, de l'égalité, de la vérité et des droits humains qui unit les personnes affectées par le système de santé mentale au mouvement pour la justice partout dans le monde. Et donc, ils ont conçu ce programme Mind Freedom Shield, un bouclier, avec l'inscription dans un registre public pour bénéficier du soutien et de l'action constructive du réseau de solidarité des membres en cas de menace ou d'hospitalisation sans consentement. Et ils fournissent des consultations, des rapports juridiques types, très utiles pour se défendre. Maintenant, l'opposabilité, la portée, l'inscription dans un registre, ces mesures ou directives est une autre question. Aux États-Unis, cela dépend de chaque État. Il y a plusieurs systèmes. La décision récente du Conseil constitutionnel en France, que vous avez peut-être vue, où le pouvoir décisionnaire du médecin prime pour éviter, entre guillemets, l'acharnement thérapeutique, futile medical treatment,
à condition de ne pas aller contre la dignité de la personne, nous fait sourire, sachant que l'acharnement thérapeutique et le manque du respect de la dignité sont souvent un problème en psychiatrie. Et enfin, en conclusion, tout ce qui peut faire en sorte que la volonté et les préférences des personnes soient respectées et que les soins soient toujours librement consentis est bon pour nous. Comme beaucoup d'idées, l'empowerment, le rétablissement, la coproduction, etc., et les injonctions dans ce sens, les mesures et les directives anticipées doivent être le véritable fruit de ce que veut la personne concernée, aidée par les personnes de son choix et non pas imposée. Merci pour votre attention.